Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur French Press, l'émission qui donne la parole à celles et ceux qui font l'actualité littéraire en France, une émission produite par l'Université Ohio State et son centre d'excellence. Aujourd'hui, en compagnie de Soumya Srikrishna et de Matteo Jung, qui sont tous les deux doctorants en études françaises et francophones à l'Université Ohio State, j'ai la joie de recevoir notre quatrième invité de la saison, Constance Debré, qui vient nous parler du roman dont nous allons donc discuter ensemble aujourd'hui, un roman intitulé Offense. Alors bonjour et bienvenue Constance Debré. À vous, je suis ravie d'être là. Merci à vous de faire cette interview depuis Paris. Paris, d'ailleurs, où vous êtes né, n'est-ce pas, en 1972, puisque vous y avez vécu également, étudié au lycée Henri IV et poursuivi des études de droit à l'université Panthéon-Assas. Vous avez travaillé comme avocate pénaliste pendant de nombreuses années et vous avez également été secrétaire de la conférence du barreau de Paris, deux expériences de l'usage de la langue qui ont ultérieurement beaucoup compté dans vos choix stylistiques. Il y a quelques années, vous avez quitté vos postes et votre mode de vie pour devenir écrivaine. Alors vous êtes l'auteur de Playboy, publié chez Stock en 2018. Vous avez également publié Love Me Tender chez Flammarion en 2020 et Non en 2022. Love Me Tender a été traduit dans de nombreuses langues, en anglais, allemand, suédois, norvégien, italien et grec. Playboy va bientôt paraître aux États-Unis et en Grande-Bretagne et Non va bientôt paraître en Suède. Alors vous vivez principalement à Paris, mais vous vous rendez également très régulièrement aux États-Unis, en particulier à New York et à Los Angeles. Vous êtes une ancienne pensionnaire de la Villa Albertine à New York, et vous avez publié en 2022 un nouvel ouvrage intitulé Offense, et c'est donc de ce texte dont nous allons parler ensemble aujourd'hui. Alors, pour commencer notre conversation, je souhaiterais discuter de la place de ce nouveau livre au sein de l'œuvre que vous avez commencé à construire avec la publication de Playboy en 2018. Il me semble que votre œuvre peut se lire comme une histoire de la violence, une expression que j'emprunte à un ouvrage d'Édouard Louis, qui lui-même s'inspirait des œuvres de Michel Foucault. Alors même si Playboy, Love Me Tender et Non explorent une veine plutôt autobiographique, tandis qu'Offense s'inscrit dans le genre romanesque, il existe d'évidentes continuités entre ces ouvrages et la réflexion sur la violence sous toutes ses formes me semble être une préoccupation commune à ces différents textes. Alors à vos yeux, la violence fait-elle le lien entre vos précédents livres et Offense? Et plus globalement, en quoi consiste l'unité de l'œuvre que vous êtes en train de bâtir? Ça, c'est sans doute des choses c'est sans doute comme la psychanalyse, hein. Ce sont des filtres qu'on voit après coup, qu'on invente et qui ont leur part de vérité, comme toute narration, comme leur part d'artifice. Mais je suis d'accord avec vous et ça me plaît que vous parliez de la violence, qui est certainement quelque chose qui est dans tous mes livres et qui est euh, oui, et même au-delà de mes livres, je veux dire, si j'ai fait du droit et que le droit m'a amené à choisir le métier d'avocat pénaliste, c'est là encore sans doute par euh, attrait pour la violence. Et quand je dis attrait, c'est pas du tout quelque chose de, je pense, de malsain, mais c'est, oui, je pense qu'il y a quelque chose d'absolument. La question du bien et du mal aussi, on pourrait dire. Euh, et oui, j'aime m'en approcher et la dire dans mes livres. Cette violence qui est, enfin, qui est là et qui fait notre, sans doute notre, ce qu'on est, enfin aussi notre tragédie, notre condition humaine. C'est quelque chose qui est très et qui m'intéresse aussi dans le travail que je poursuis aujourd'hui. Pour revenir à Foucault ou Histoire de la violence, il y a aussi, pourrait aussi dire, j'ai souvent pensé que j'écrivais non pas la vie des hommes illustres, mais je crois que c'est quelque chose dont il parle à la fin de son œuvre, la vie des hommes infâmes. Il y a aussi ça, il y a la question, c'est toujours pareil, enfin qu'on la prenne d'une manière ou d'une autre, il y a le bien, le mal, la question de la violence, la question de la faute. Oui, je pense qu'il y a aussi il y a cette dimension-là dans mes livres, c'est certain. Quant à la place d'Offense par rapport aux autres, euh, je, peut-être que c'est le livre que je préfère, Offense, pour l'instant. Enfin, même si je pense pas beaucoup à mes livres une fois qu'ils sont faits. Euh, mais
il peut paraître différent dans la mesure où il n'est pas écrit à la première personne, contrairement aux trois précédents. Mais pour moi, il est dans la continuité. Euh, voilà, enfin, je vous dis des choses un peu comme ça, mais on va préciser tout ça sans doute au fil de la conversation. Absolument, c'est tout à fait le but. Alors, votre ouvrage, continuons donc à en parler, décrit le meurtre d'une vieille dame isolée qui est assassinée par le fils d'une voisine, qui commet un meurtre perpétré dans, je cite, ces limbes de béton et de supermarchés qui s'étendent à la périphérie des villes. Le coupable connaissait le numéro de carte bleue de sa victime et s'en est servi pour rembourser un dealer qui le menaçait, provoquant une dispute qui a conduit à la mort de la vieille dame. Alors votre carrière d'avocate a dû compter bien d'autres affaires criminelles dans lesquelles vous avez été impliquée directement comme avocate de la défense. Donc. Pourquoi avez-vous choisi de consacrer un livre à cette affaire en particulier? Qu'est-ce qui vous a à ce point retenu dans cette histoire pour que vous décidiez d'y revenir des années après en écrivant Offense? Et est-ce que l'ambiguïté de cette histoire où le criminel est également d'un certain point de vue une victime a aussi participé à votre décision de lui consacrer ce texte? C'est sans doute une des affaires, je dirais, les plus banales et emblématiques de ce qui m'intéresse par sa banalité. Enfin, oui, j'ai beaucoup de dossiers et certains sont plus, je dirais, intéressants dans leur singularité, mais celui-là est tellement il est partout. C'est une histoire qui est partout. Je veux dire, c'est l'histoire de Raskolnikov. C'est à peu près, voilà, un jeune homme. Alors, bon, après, évidemment, il y a des différences, mais c'est ça, c'est ça qui était très frappant. C'est un jeune homme qui va tuer une vieille dame et quasiment de la même manière. C'est pas, je crois que c'était une hache, Raskolnikov. Bon, bah, lui, c'est un couteau de cuisine. Euh, et, euh, et il m'a semblé, moi je me souviens euh, quand j'étais avocat, une des raisons pour lesquelles je sais pas si c'est la littérature qui m'a amené au barreau pénal, à la défense, ou si c'est la défense qui m'a amené à la littérature, mais les deux sont là, les deux parlent exactement de la même chose. Voilà. Après, il y a la question de la langue, on pourrait en parler pendant des heures, c'est un usage de la langue, etc. C'est un autre sujet qui me passionne, mais je crois que la littérature, comme le droit pénal, s'approche, alors pas toute la littérature, mais un grand pan de la littérature, en tout cas sans doute celui qui m'intéresse le plus, s'approche de cette question-là. Et la question du procès, la question du meurtre traverse absolument toute la littérature. C'est surtout comme ça que je me suis servi. J'ai fouillé mes poches et il se trouve que j'avais cette histoire. C'était pas la mienne. Dans mes précédents livres, j'ai utilisé ce que j'avais vécu moi-même. C'est pas ce que j'avais vécu, mais ce que j'avais approché de près. Euh, euh, J'avais des images, j'avais un corps, j'avais des phrases, par mon expérience. C'était presque direct. Euh, mais finalement, c'était encore une fois, voilà, c'était Raskolnikov ou l'étranger. Enfin, c'est encore une fois cette figure de la littérature. Et oui, j'ai voulu l'explorer à ma façon. Et aussi, c'était aussi pour dire que Raskolnikov, par exemple, mais ça peut être Guerre et Paix ou l'Odyssée ou le mythe de Don Juan qui traverse, en tout cas dans mon esprit, d'autres livres. Enfin, pas Guerre et Paix d'ailleurs, pas encore, mais en tout cas Don Juan et l'Odyssée, que ces livres, ces grands et vieux livres, ne sont pas des choses lointaines. En fait, ils nous parlent de nous aujourd'hui. Quand Ulysse traverse voilà, ses épreuves et devient Ulysse par les épreuves, il nous dit quelque chose pour nous aujourd'hui. Euh, Quand Don Juan défie le commandeur, quand il sait, dernière, je pense plutôt livret d'Aponte dans l'opéra de Mozart,
Euh, quand il dit non, il dit je ne me repens pas, sachant très bien ce qu'il attend. Voilà. Et il nous dit aussi quelque chose. Est-ce qu'on doit, bah, voilà, j'en sais rien de, enfin, euh, et, euh, et donc, c'était aussi en replaçant cette figure dans quelque chose d'extrêmement contemporain, euh, ce qu'on pourrait dire effectivement la vie des banlieues ou un fait divers. C'était aussi pour dire à la fois que Dostoïevski, ça se passe aujourd'hui et maintenant. La littérature parle, et la littérature des livres des morts nous parle d'aujourd'hui et de nous. Euh, et du coup nous renvoie à nos propres choix, de la même manière que ce qu'on peut dire comme ça, ce qu'on peut appeler les faits divers ou les banlieues, ou je sais pas, en réalité, ne doivent pas seulement être lus comme ça, comme un problème de société en page 4 je sais pas, du Monde, mais aussi voilà, relié à tout ce qu'on sait et lu à travers notre culture. On peut pas isoler les deux. On peut pas dire le soir je lis Dostoïevski et l'après-midi je parle des banlieues. En fait, il faut lire les deux ensemble. Voilà. Bon, donc j'ai fait ça, enfin j'ai dans ma tête et j'avais ça et j'ai essayé d'en faire ce que j'ai fait. Là, je suis très heureux que vous évoquiez Dostoïevski et Camus, puisque nos amis ici présents ont préparé des questions juste sur cette question, donc on aura l'occasion d'y revenir incessamment. Alors, je vais vous poser une autre question. Page 83, vous déclarez entreprendre dans ce livre un éloge des grandeurs négatives. Vous écrivez en effet, je cite, l'indignité, mais alors tout entière, et de son propre fait plutôt que de celui des autres. L'indignité comme étendard, pourquoi pas. Je fais, moi qui écris ce livre, par ce livre et les autres, l'éloge des grandeurs négatives. C'est lui les faits, c'est moi qui parle. Tout est vrai, tout. Lui, moi, vous, j'écris la vie des saints. Alors, pouvez-vous expliciter pour nous cette expression par laquelle vous présentez votre ambition littéraire dans son ensemble? Je fais l'éloge des vertus négatives. Et pouvez-vous également nous expliquer ce que vous entendez par cette transmutation de la vie d'un criminel en la vie d'un saint? Alors, malheureusement, j'oublie très vite tout, y compris ce que je fais et ce que j'écris. Et donc, je ne suis pas complètement. Enfin, ça me dit quelque chose. Je crois me souvenir, mais je suis sûre à, disons, 97%. Voilà, avec donc cette marge je me laisse cette marge d'erreur. C'est ma lâcheté, disons. Que l'éloge des vertus, non, l'éloge des valeurs négatives est en réalité un texte, je crois, un texte de Kant, il me semble, mais c'est peut-être pas du tout Kant. Voilà, ça c'est dans le doute des 3%. Euh, et c'était utilisé dans une vision plus mathématique, plus strictement mathématique que moi je l'entends. D'abord, je suis frappée par la beauté de l'expression, donc ça, j'avoue que je l'ai volé pour ça, pour son apparence disons. Et oui, je crois il y a quelque chose de l'ordre, dans tous mes livres, de l'ordre du renversement du stigmate, et donc de dire que ce qui est désigné comme le mal n'est pas forcément le mal, et ce qui s'auto-désigne comme le bien n'est pas forcément le bien. Et voilà, je crois que c'est un peu une des choses que j'explore, y compris par exemple euh, dans certains de mes livres précédents, mettons par exemple dans Love Me Tender, encore une fois, même si j'utilise dans les précédents livres la première personne et que j'utilise, je le dis sans aucune ambiguïté, des éléments vrais de ma propre vie, euh, pour moi, le projet est strictement littéraire. D'ailleurs, sinon, ça m'intéresserait pas moi-même. C'est-à-dire de faire de tout ça, voilà, enfin, et que le jeu est autant un personnage que le garçon du roman, même si encore une fois, il est aussi calqué sur une histoire vraie. Euh, et donc, oui, donc par exemple dans Love Me Tender, je présente donc la narratrice
se trouve privé de son fils, en gros, parce que à la faveur d'un mauvais divorce, pour ces raisons d'homosexualité, etc. Bon, il aurait été très facile pour moi de la présenter comme victime. D'autant que souvent les romans à la première personne et souvent écrits par des femmes, enfin disons l'autofiction des femmes et utilise souvent la position de la victime. C'est pas un reproche, mais il me semblait très intéressant de renverser la chose et de ne pas la présenter comme une victime, voire de la présenter comme éventuellement quelqu'un de euh, par moment pas sympathique et un peu voilà, ou en tout cas opaque. Donc là aussi, je voulais changer euh, disons le point de vue, sinon renverser le stigmate, mais oui, je pense que c'est quelque chose que je fais souvent. Par ailleurs, de présenter celui qui est jugé, ou même qui, pour employer un registre religieux, celui qui a péché, est en réalité le saint, voire le Fils de Dieu, je suis pas la première. C'est très courant dans notre histoire culturelle. Alors évidemment, bon bah Jésus, s'il n'aurait pas été crucifié, je sais pas s'il aurait eu la carrière qu'il a eue, hein, si je peux m'exprimer comme ça. Mais pareil, on en a d'autres. Bon, évidemment, on a Socrate. Euh, c'est quand même très très frappant dans tous les saints qui ont été. Mais en dehors de ça, il se passe quelque chose au moment du procès, très souvent. Alors évidemment, c'est pas la même faute, mais il y a quand même de grands personnages qui ont été condamnés. Et qu'est-ce qui se passe en fait là aussi? Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. De quelle faute on parle et qu'est-ce que c'est qu'un procès en fait? D'accord, on va nous expliquer que c'est le monopole de la violence légitime pour que la violence ne s'exerce pas autrement. C'est l'expression du bien et du mal par le biais du droit. C'est la question de l'ordre, ça. Très bien. Je ne dis pas que ces choses-là n'existent pas, mais je pense qu'il y a autre chose derrière un procès et que j'ai voulu voir aussi en quoi ça nous arrange en fait, parce que j'ai toujours le sentiment que ça arrangeait tout le monde. C'était pas juste la question de la réparation, que c'était pas juste la question de la victime, c'était pas juste la question de l'ordre, euh, qu'il y avait quelque chose de pas très, euh, tu sais, c'est pas très recommandable derrière tout ça et qui dépassait très largement le crime qui avait été commis et qui dépassait très largement le criminel qui était jugé. Qu'en quelque sorte, finalement, celui qui était jugé était le prétexte à autre chose et peut-être même le crime le prétexte à autre chose. Et qu'est-ce que c'était que cette messe? Ça ressemble à une messe, évidemment, en procès. Euh, voilà, c'est quelque chose de très, très instinctif comme ça, parce que quand on est avocat, on passe des heures, en fait. C'est un métier où on attend beaucoup. D'ailleurs, ça fait partie à la fois de son ennui et de son charme. Mais on passe des heures en salle d'audience à attendre que l'affaire soit appelée, ou même pendant les procès d'assises qui durent des semaines, on est là, on attend. Du coup, on réfléchit à beaucoup de choses. C'est quelque chose d'assez proche avec le fait de conduire. C'est un truc qu'on oublie un peu en France, on conduit moins. À Paris, on conduit plus. Aux États-Unis, on conduit encore beaucoup. C'est une des raisons, pas à New York, mais en tout cas, d'autres, j'imagine, je sais pas, mais dans l'Ohio. Et moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que je trouve qu'on réfléchit d'une certaine manière. Il y avait quelque chose de cet ordre-là euh, euh, dans le métier de pénaliste. Et voilà, on est là, on n'est pas complètement, mais on observe, on réfléchit. Et dans toutes ces heures que j'ai passées comme ça dans des salles d'audience, oui, pour des assises, mais parfois pour des affaires
correctionnel ou des choses moins importantes où on attend, où c'est une part de notre affaire, mais c'est quelque chose d'annexe, donc on pense à autre chose, ou sont d'autres dossiers. Euh, voilà, c'est une des choses comme ça qui m'était restée, c'était mais qu'est-ce que c'est que cette histoire qu'est-ce que c'est que toute cette énergie il y a quelque chose d'autre que simplement, je sais pas, mettre la société à l'abri de ces types-là ou trouver une juste réponse. Euh, voilà. Et avec le sentiment très net que c'était, que ça n'avait plus rien à voir avec le type qui était dans le box, ou même éventuellement les victimes qui, de toute façon, il n'y a pas de réparation possible, c'est évident. Et de toute façon, il n'y a pas de réparation possible, il n'y a pas de sanctions. Bon, enfin bref, voilà, là, je parle trop, mais voilà, c'était un peu ce sentiment-là qui m'a traversé. Alors, page 118, vous écrivez, je cite, « Il les a enviés. Il les a enviés de ne pas savoir encore que tout est perdu et que rien ne sert à rien. D'avoir échappé encore à ce moment où on s'aperçoit qu'il n'y a rien à faire. Que le jeu est truqué, perdu d'avance. Que le bien et le mal n'existent pas. Ce qui revient à dire que le mal avale tout le bien. Oui, il les a enviés de leur innocence. » Alors ce passage témoigne d'une grande radicalité, sinon une forme de pessimisme absolu. Il peut faire penser d'une certaine manière à la mélancolie grinçante des œuvres de Michel Houellebecq, qui est parmi nos contemporains, l'écrivain qui a sans doute pris acte avec le plus de conséquences de la mort de Dieu, à cette différence près toutefois qu'il existe pour lui des vertus salvatrices. Alors son dernier roman, Anéantir, offre en effet une perspective de salut dans la peinture bouleversante d'une relation conjugale qui est illuminée par l'amour, en dépit de l'expérience de la maladie. Alors qu'en est-il de votre œuvre à vous ? En dépit de l'omniprésence du mal et de la mort de Dieu, votre œuvre comprend-elle également des vertus salvatrices ? Alors d'abord, j'aime beaucoup Houellebecq, donc je suis contente que mais j'ai pas lu Anéantir, mais voilà, c'est un plaisir qui me reste. Oui, mais bon, ouais, sans doute que son image maintenant, enfin voilà, on a une telle vision morale. Dommage, c'est évidemment un de nos meilleurs, enfin, un des plus grands écrivains français que hein, c'est sûr. Euh, oui, enfin, Pascal, enfin, dont je me sens proche, si je veux dire, Blaise, hein. Il parle du misère de l'homme sans Dieu. Alors évidemment, lui, il croit. Mais oui, je pense que je partage le pessimisme des jansénistes, disons, ou d'Houellebecq, j'en sais rien. Quant à la question euh, mais par ailleurs, c'est quelque chose que je mets dans mes livres, mais dans ma vie, je suis plutôt quelqu'un d'assez joyeux, mais c'est une bonne chose, vous voyez, c'est une bonne équilibre. Mais oui, je suis assez pessimiste. Qu'est-ce qu'il y a de... La question du salut, j'en sais rien. Non, j'en sais rien. Non, je crois aux possibilités de... Je crois à la beauté, je crois à la possibilité de l'amour, ça certainement. Mais je ne crois pas que ça ne... Non, je crois qu'on est fondamentalement perdu et damné, oui. Fondamentalement. Mais oui, non, moi j'ai pas beaucoup de. Mais c'est pas grave. Je dirais même que c'est je pense, la grande euh, beauté de notre condition humaine. Je crois de vivre cette cette damnation, ouais. Euh, c'est tragique, mais c'est comme ça. C'est notre grandeur aussi. Je crois que la grandeur est dans notre grandeur et dans notre misère. Alors je vais me tourner à présent vers Soumya Sri Krishna et vers Matteo Jung, qui ont également préparé des questions au sujet d'offense. Matteo, je crois que vous avez commencé, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Bah, merci beaucoup déjà, Constance. C'est un plaisir de vous recevoir. Et j'avais une première question suite à ma lecture d'Offense. C'était concernant la honte, qui est un thème récurrent dans votre livre. Vous écrivez quand tous sont venus demander de l'argent, sans honte ou sans honte d'être là au procès pour le fric. Plus tard, sans honte de n'avoir jamais été là avant, sans honte de la loi qui leur permettait ça.
Plus tard dans le texte, vous mentionnez également la laideur de l'être humain. Et je me demandais si vous considériez que l'homme était fondamentalement laid et s'il devait avoir honte de ce qu'il était intrinsèquement. Alors, non, je pense que ce sont deux choses, je pense, différentes. Euh, oui, ben, la laideur, encore une fois, c'est la même chose, c'est le mal dans le bien, et ça, on s'en séparera pas. Euh, et si on l'admet, alors il n'y a pas de honte à avoir. Je parle de la honte, je crois finalement à propos des témoins, voilà, ceux qui sont là, les bras ballants, c'est toujours disons, l'auteur du pire crime soit voilà, mauvais, en tout cas au moment où il commet ce crime, ok, je dirais fair enough. Mais ce qui me, bon, au moins il est dans son rôle, il l'est pleinement. Mais c'est toujours la question des témoins, de ceux qui sont à côté, moi, qui me, qui me, là pour le coup, qui peut me mettre en colère autant qu'on soit laid et misérable. Je l'admets sans colère. Mais je peux avoir de la colère à l'endroit de, oui, il y a des comportements honteux. Euh, et la loi, oui. Alors, en l'occurrence, la loi qui se dit finalement l'expression du bien dans notre société euh, et qui est d'autant plus l'expression du bien qu'il n'y a pas, dans la mesure où on ne croit plus, ou alors de façon, disons, très privée, en dur, en tout cas, on n'est pas des sociétés, nous ne sommes plus des sociétés religieuses, donc on ne croit pas à une autre loi que la loi. Euh, voilà, enfin, le mot m'échappe, séculière, enfin, et à d'autres jugements que celui des hommes. Euh, donc, il n'y a rien pour rattraper ça, et la loi est tout le bien et le mal, enfin, quasiment. Et c'est parfois un mensonge et une hypocrisie. Euh, et en l'occurrence, alors oui, en l'occurrence, c'était très frappant, puisque pour revenir un peu dans le livre, ce que j'ai pas fait jusqu'à maintenant, mais effectivement, cette vieille dame qui a été donc tuée à coups de couteau, avait un fils et des petits enfants et qui vivait tout à côté de chez elle, enfin quasiment en face, et qui ne l'avait pas vue. Enfin, tout ce petit monde s'était disputé à propos d'une histoire apparemment totalement insignifiante. Je crois qu'elle voulait qu'il fasse ses courses. Elle était vieille, elle marchait mal et eux, ça les emmerdait, en gros. Mais elle n'avait pas l'air très sympathique, hein, effectivement. Et la victime n'est pas toujours quelqu'un de très bien. Enfin, ça n'a rien à voir. Et, euh, et alors, eux qui s'étaient pas du tout occupés d'elle pendant 10 ans, raboulaient au procès pour avoir un peu d'argent. Et évidemment, la loi permet ça. Et s'il y avait quelque chose de totalement obscène, tout simplement, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. Euh, et donc, la loi peut être absolument honteuse. Et c'est très frappant aussi. Je veux dire, c'est pas très bien. C'est tout à fait logique et c'est comme ça dans à peu près tous les pays. C'est interdit de tuer. Bon, on comprend. Hein, voilà, c'est une règle assez simple. On interdit de tuer. Puis si on tue quelqu'un, bon, bah, il y a une sanction. Alors on va en prison ou alors certains pays on peut être exécuté. Bon, un certain nombre d'années. Très bien. Ça, il n'y a pas de problème. Mais qu'en revanche, on ne veuille pas dire certaines choses, c'est toujours ça, moi, ce qui me frappe. C'est pourquoi on ne peut pas dire certaines choses qui sont vraies. Par exemple, que le meurtrier, qui, et il n'était pas question d'autre chose, va finir par aller en prison un certain nombre d'années, comprises, disons, entre 10 et 20, ou entre 12 et 18. Bon. Euh, par ailleurs, n'est pas monstrueux.
Pourquoi est-ce qu'on veut que le criminel soit monstrueux? Bon, et qu'il avait plutôt été d'ailleurs gentil avec cette vieille dame, c'est le seul qui s'en occupait, et qu'ensuite il avait une vie, effectivement, une enfance vraiment enfin, pas géniale. Bon. Et ça, c'est inaudible. Or, il me semble que pour juger, pour mettre en prison et condamner un meurtrier, on n'a pas besoin de dire qu'il est le mal absolu et on peut entendre ces choses-là. De la même manière, on ne voulait pas entendre que du côté des victimes, bon, bah, c'était pas génial non plus. Rien à voir avec le fait de juger un criminel. Pardon, là, j'entre dans des détails, disons, très prosaïques de l'affaire elle-même. Mais, euh, mais en tout cas, je me souviens qu'à la, voilà, enfin, quand j'étais à ce procès comme avocat, euh, j'ai eu honte de la loi parce que la loi est évidemment quelque chose. En réalité, il n'y a pas d'extérieur à la loi. Je crois que c'est Derrida qui disait la loi est ce à quoi il n'est pas possible d'échapper. Bon, mais la loi, c'est nous. Euh, et par ailleurs, quand on est avocat, mais je pense que c'est au-delà de ça, quand on est avocat, on est aussi auxiliaire de justice. Alors, on a une espèce de rôle un peu ambigu qui m'allait bien, c'est-à-dire à la fois d'être dans le système et contre, en tout cas quand on est en défense. Euh, mais oui, enfin, d'une certaine manière, la loi, c'est notre loi à tous. Et de voir que la loi, avec quelque chose d'absolument dégueulasse, qui permet à des types d'aller gagner en gros, euh, euh, je sais plus combien, enfin 10 000 euros chacun, sur leur dos de leur mère ou de leur grand-mère, dont ils n'avaient rien à faire parce qu'elle avait été assassinée. Et c'est- c'était répugnant. Voilà. Et de voir les juges en faire trop dans la mascarade, il n'y avait pas besoin. Les juges pouvaient très bien s'en tenir à la vérité et faire leur office, et le type allait en prison. Bon. Mais en faire trop dans la mascarade et raconter que le bien était de ce côté-là et le mal de ce côté-là et d'aller et voilà et d'étaler du maquillage certaines choses, c'était ça, c'est ignoble en fait. Si la loi était pour être digne, voilà, pour reprendre la question de la honte et de la dignité en quelque sorte, il me semble qu'elle n'a pas besoin de maquillage et elle est capable d'affronter la vérité. De la complexité du monde. Vous voyez, c'est pas, il y a pas de, c'est comme ça. On peut être un pauvre garçon, avoir une vie dégueulasse pour mille raisons, et puis on commet un crime qu'on n'a pas le droit de commettre. Et effectivement, c'est pas super de tuer une vieille dame et on va en prison. Bon, voilà. Ouais, bah Pardon, c'est... Non, 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 c'est une super réponse et ça m'a fait beaucoup réfléchir et c'est très sympa de partager aussi votre expérience en tant qu'ex-avocate. Et en parlant de crime du coup et de ce jeune homme qui a commis ce crime, bah, on s'inscrit aussi dans une tradition littéraire consacrée au meurtre et donc à ses conséquences. Et à vous lire, on pense bien sûr à Crime et Châtiment de Dostoïevski. Moi, j'ai beaucoup pensé à Albert Camus, L'étranger, Meursault. Et donc, vos personnages semblent confrontés à une forme de fatalité qui transforme leur existence presque en punition perpétuelle. Et je me demandais si vous diriez que vos personnages font l'expérience désespérante de l'absurdité du monde, bah, typiquement comme Meursault dans L'étranger. Bah, en tout cas, oui, moi, c'est ce qui, sans doute, ce qui m'intéresse plus, c'est de voir les moments les plus saillants, en fait, euh, de l'existence, enfin, de voir, de voir ce qui, euh, de voir oui, sur la question la condition humaine dans ce qu'elle a de tragique. Euh, la banalité de nos vies. C'est pour ça que je voulais aussi la replacer là, il y a en 2000, je sais pas, 16, à de l'autre côté du périph'. La condition humaine telle qu'on a habitué à lire, s'interroger sur ces grandes questions dans les romans
particulier, voilà, du 19e et du 20e siècle, et un peu moins, sans doute, dans notre époque contemporaine, qui est plus, sans doute, la littérature, mais je la connais finalement assez mal, la littérature contemporaine, mais qui est souvent, en tout cas, traversée ou irriguée ou nourrie de sociologie et de psychanalyse, beaucoup. Euh, un peu moins par ces questions-là, qui moi, m'intéressent beaucoup plus, en fait. Euh, voilà, donc évidemment, moi, que j'adore Camus. J'adore Camus aussi pour son style, quoi. Enfin, voilà, ça, il n'y a pas de gras. Encore que dans La Chute, c'est beaucoup plus voilà, fleuri que dans L'étranger. Mm. Bah, nous sommes deux à aimer Camus alors. Plus, je suis sûr. Soumia, vous voulez enchaîner? Oui, merci d'être venu nous parler aujourd'hui. Alors, ma première question, c'est sur le déterminisme social. Il existe un proverbe africain qui déclare « Il faut tout un village pour élever un enfant ». Il me semble, en lisant votre livre, que selon vous, il faut également tout un village pour élever un criminel, car les structures sociales poussent les individus qui se trouvent confinés dans les strates inférieures de la société à se tourner vers le trafic et vers une vie criminelle. Quel sens a pour vous l'expression le déterminisme social? S'agit-il d'une puissance à laquelle il est impossible de résister? Oui, alors si, il est sans doute pas possible de résister à beaucoup de puissance, et c'est tout ce qu'on doit faire. Mais enfin, c'est un fait. Je veux dire, il suffit pour le coup de passer ne serait-ce que 24 heures dans n'importe quel tribunal en France comme aux États-Unis pour constater que ceux qui sont jugés ne viennent pas des mêmes milieux sociaux que ceux qui jugent. Bon, donc ça, c'est juste, voilà, c'est quantitatif. Il y a pas de, c'est même pas une opinion à avoir. Alors c'est pas pour ça que tous ceux qui ne font pas des études et ne vivent en enfance plus dure que ceux qui ont une enfance, comme par exemple moi, enfin comme par exemple mon enfance, sont destinés au délit et au crime et à enfreindre la loi, non. Mais oui, c'est comme ça. Je veux dire, on le sait, comme ça depuis toujours. Euh, Même s'il y a une fascination, mais ça c'est encore autre chose pour les crimes bourgeois. Mais oui, et quand même, c'est très ça ne peut pas. Enfin, encore une fois, quand on voit ça et c'est pas seulement que ceux qui commettent des infractions et qui vont être destinés à incarner le mal, hein, c'est ça. C'est pas seulement qu'ils commettent des infractions et qui vont en prison après. C'est une première chose évidemment, mais c'est aussi qu'ils incarnent le mal pour les autres. C'est-à-dire que non seulement ils sont quand même en bas de l'échelle, mais en plus ils vont se porter le truc d'incarner le mal. C'est quand même et c'est ce qui est aussi finalement ce qui est bien utile aux autres. Vous voyez, c'est ça aussi que j'essaye de dire dans Offense, c'est qu'il y a une utilité. Bon, et évidemment ils vont être jugés par des gens qui ne connaissent rien de ce monde-là et qui croient incarner la loi. Et encore une fois, c'est pas de leur faute. Je suis pas en train de dire que les juges sont des salauds. Les juges sont de bons élèves de la bourgeoisie moyenne haute, disons. Voilà, ils font du droit, ils passent un concours qui est plutôt difficile, et puis ils sont juges à 22 ans ou 25. Bon, et ils font leur boulot comme ils peuvent, et qui est de plus en plus difficile. Bon, et par ailleurs, c'est toujours pareil. Après, on a des tics professionnels, donc ils sont habitués sur, ah bon, allez, 5 ans, 10 ans, machin. Et puis ils sont là, évidemment, toute cette délinquance. Donc ils sont de plus en plus durs. Mais ce sont des gens qui ne connaissent rien, évidemment. Et sans doute pas plus. Je dis pas que je connais mieux ça, mais seulement ma position.
m'a permis, et mon caractère m'a permis d'avoir sans doute une autre approche de ces choses-là. Mais les juges, par leur origine sociale, par leur formation et leur habitude, le fait qu'ils ne font que juger, sont totalement euh, incapables de connaître vraiment profondément, personnellement, le monde de ceux qu'ils jugent et de connaître ceux qu'ils jugent. Voilà. Or, ceux qui jugent, moi, mon expérience d'avocat, c'est de voir que ce soit par les comparutions immédiates, en fait, vraiment tout l'ordre des procès, tout l'ordre des délits et des crimes, que ce soit la petite bagarre en sortant de boîte de nuit, au petit deal, au gros deal. Bon, encore que ça, encore les grands banditismes, c'est encore autre chose. C'est que ce sont des gens, et donc du coup, je dis pas que, qui sont en mode de survie. Alors, du coup, tous ceux qui sont en mode de survie ne commettent pas des infractions. Mais enfin, ça laisse, tout d'un coup, tout d'un coup, ce monde, ben moi, je l'ai vu d'un peu plus près. Je l'aurais moins approché que si je n'avais pas été avocat. Voilà, j'avais l'impression, tout d'un coup, je touchais quelque chose et le monde des juges, il était plus proche de moi. Je le connais bien. Et je voyais un monde qui ne connaissait rien, un autre monde le juger. Et alors, incarner le bien, quand franchement, on a eu des bonnes notes, on a passé un concours plutôt difficile, on l'a réussi à 22 ans, et puis se dire, ah bah, pourquoi, ah bah non, monsieur, c'est pas bien d'avoir tué la vieille dame. Ah, c'est pas gentil. Bah oui, enfin, d'accord. Moi non plus, je vais pas tuer une vieille dame. Et c'est évident. Enfin, mais encore une fois, je pense que le système ne pourrait pas fonctionner autrement. C'est-à-dire que si tout d'un coup, ceux qui jugeaient disaient, ah bah non, mais oui, mais c'est pas si simple. Enfin, lui aussi, c'est un pauvre type. Évidemment que la vieille dame, on l'a plaint, c'est affreux. Mais lui aussi, c'est un pauvre type. Pas pour dire qu'il a bien fait de la tuer, c'est pas ça, mais ça marcherait pas. Il faut juste que ça fonctionne et qu'on dise bon ben voilà, ça c'est le bien, ça c'est le mal, vous êtes le mal. Et du coup quoi? Du coup, ceux qui sont du côté de la loi, ceux qui simplement finalement ne vendent pas de la drogue, en consomment peut-être, ça c'est une autre chose, mais en tout cas ne la vendent pas, ni ne tuent des vieilles dames un matin comme ça parce qu'ils ont bref, enfin, peu importe comment on y arrive, se disent, eh ben, du coup, je suis le bien. Et c'est quand même se dire, du coup, qu'on incarne le bien à peu de frais, si j'ose dire. Parce que franchement, ne pas tuer une vieille dame quand on a, voilà, enfin, ça suffit pas à se dire qu'on est du côté du bien, il me semble. Mais donc, je pense qu'il y a, oui, je pense qu'il y a, enfin, en tout cas, on peut imaginer qu'il y a aussi euh, comme un équilibre des forces qui n'est pas joli, joli. Merci. À la page 57 de votre ouvrage, vous décrivez la société comme, et je cite, une géographie verticale. Vous écrivez en effet, et je cite encore, il y a une géographie, on vit dans un monde vertical, vous ne voyez pas, un monde fait de mondes, non à côté les uns des autres, mais disposés de façon concentrique et superposée, un peu comme les représentations de l'univers au Moyen Âge, un peu comme les cercles de Dante. Chaque monde ne communiquant qu'avec les mondes qui lui sont immédiatement en contact, mais pas avec les autres. Il y a une dimension presque marxiste dans cette image de la structure de la société, une société qui apparaît comme stratifiée par des couches rigides dont les membres sont incapables de sortir. Que pensez-vous du concept d'ascension sociale en France aujourd'hui? Est-ce que, à l'exemple de votre personnage principal, il est devenu quasiment impossible d'échapper au cercle infernal dans lequel un individu est mené? Bah, d'abord, c'est pareil. Il y avait aussi cette idée, évidemment, cette image des cercles de Dante. Enfin, toujours l'idée que non seulement la Divine Comédie peut et doit se lire aujourd'hui et qu'elle nous parle, mais que finalement le monde, alors, pareil, enfin, je pense surtout, enfin, comme la plupart des lecteurs, j'ai surtout lu l'Enfer.
et donc que les 9 cercles de l'enfer ne parlent pas seulement de l'enfer, mais qui parlent ou du monde des morts, disons, mais qui parlent aussi de la société. En tout cas, on peut le lire comme ça. Oui, moi, c'est une image que j'ai très présente dans ma tête. Donc, il y a aussi toujours cette idée-là de. En tout cas, moi, je sais pas, je traverse le monde contemporain avec ces choses-là qui me paraissent euh, dire beaucoup plus de la vérité du monde que des choses comme encore une fois, la sociologie ou la psychologie pour moi. Quant à la question sur la session sociale en France, bah, je ne crois pas que ce soit génial. Je ne crois pas que ce soit on n'est pas enfermé dans le. Bien sûr qu'on peut toujours s'extraire. Et je pense. Enfin, d'abord, ça c'est aussi une de mes obsessions, sans doute, c'est de quitter son origine et d'essayer d'être. Ça ne veut pas forcément dire de monter dans les classes sociales mais en tout cas de s'affranchir le plus possible. Donc c'est quelque chose qui est euh, mais de tout, des pensées, des lieux, oui, des systèmes de pensée, des caractères, des soi-disant des traumas, comme on dit de nos jours, ça c'est quelque chose de très présent. Néanmoins, je ne peux pas nier la force des déterminismes. Donc je pense que je fais les deux à la fois. L'ascension sociale en France, je crois qu'elle va plus mal qu'ailleurs, elle va plus mal qu'avant, en tout cas, me semble. Euh, oui, et enfin, je sais pas comment c'est aux États-Unis, mais enfin, si, ce que j'en sais, c'est ça, c'est sans doute d'autres problèmes, mais c'est pas génial non plus. Euh, non, je crois que ça va plus mal qu'avant, et sans doute pour une raison qui est que, euh, que le modèle qu'on a eu pendant longtemps, bon là, je vais vous dire, je vais faire un peu le café du commerce, mais oui, que le modèle républicain, avec un État très fort et des services publics qui marchaient bien et qui étaient de très bonne qualité. Fonctionnait un peu quand même, voilà, peut-être, je sais pas. En tout cas, je le vois pour l'école. Je sais pas, pour moi, il n'était pas question d'aller ailleurs que dans l'école publique pour des raisons de principe et parce que aussi c'était là qu'il y avait les meilleures écoles. Et alors, ok, moi j'ai eu de la chance. En plus, j'étais en un des très bons lycées publics, mais je veux dire, enfin, il y avait, je pense, plus d'égalité, même sur le territoire. Je vois comme Paris a changé. Moi, j'ai grandi dans ce qu'on appelle le Saint-Germain-des-Prés maintenant. Enfin, c'est toujours appelé Saint-Germain-des-Prés, mais maintenant, c'est devenu ridicule de bourgeoisie, le 6e arrondissement de Paris. Moi, j'étais en 6e et dans le 5e quand j'étais à l'école publique. C'était pas du tout comme ça. C'était beaucoup plus mélangé à l'école. Et je vois maintenant, bah, voilà, c'est presque la fin des écoles publiques pour beaucoup de gens. Enfin, je sais pas, il y a encore eu le scandale là, la brève ministre de l'Éducation. Bon, donc on sent ça sans doute en France. Il me semble, mais c'est peut-être une illusion de ma part, mais il me semble qu'il y a quand j'étais plus jeune, donc disons comme ça, il y a une génération en quelque sorte. euh, les bourgeois étaient moins entre eux. Enfin, je sais pas, les classes étaient moins fermées. Enfin, en tout cas, celle du haut était moins fermée. Je sais pas, il y avait, je pense, moins de peur en fait. Je pense que la raison de tout ça, c'est bon, d'accord, il y a l'effondrement du modèle républicain et des structures publiques sans doute, mais il y a aussi la peur. Euh, la peur partout, y compris dans les classes qui, on pourrait le croire, auraient moins de raisons que les autres d'avoir peur, et donc qui ferment, et qui s'enferment dans leur rite, dans leur territoire, dans leur club, quoi. Et il me semble qu'à un moment, la France n'était pas ce pays de club, et qu'on redevient un pays de club. Et ça, je trouve ça bon, sinistre. Ce sera le mot de la fin. Un mot cynisme, mais sans doute très,
très réaliste, malheureusement. Alors, merci beaucoup pour votre participation à notre émission. Constance Debré, nous avons été très heureux de discuter avec vous de votre roman Offense, publié en 2023 aux éditions Flammarion. Alors voilà, c'est la fin de notre émission. Nous aurons très bientôt la joie de nous entretenir avec Bruno Perrault, professeur au MIT, qui viendra nous rendre visite fin février afin de présenter son essai paru en 2023 aux éditions La Découverte, un essai intitulé Sphère d'injustice, qui d'ailleurs résonne avec votre ouvrage, Constance Debré, à bien des égards. Alors en attendant cette prochaine rencontre, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et à regarder nos précédents entretiens sur le site de la Villa Albertine, le site des services culturels de l'ambassade de France aux États-Unis. À très bientôt pour un nouveau rendez-vous avec French Press.